Super Loustic, c'est ta radio. Les Loustiques, c'est Vincent et aujourd'hui j'ai une super surprise pour vous. Je suis avec Rui Pasquale et Olivier Fallet. Bonjour Olivier. Bonjour les Loustiques. Bonjour Rui. Bonjour les Loustiques. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour un événement exceptionnel. Vous avez réussi l'inimaginable, sortir un livre sur les génériques télé et surtout sur l'histoire des génériques et je dirais même plus sur la belle histoire des génériques télé. Un livre extraordinaire consacré aux génériques de dessins animés télé. C'est ça Olivier, je me trompe pas, hein, on parle bien des génériques de télévision. Oui, surtout les génériques de dessins animés, ça représente la plus grosse partie. Et par extension, les génériques de quelques séries télévisées, quand les interprètes ont aussi chanté d'autres génériques, comme par exemple Starsky Hutch, puisque le chanteur Lionel Leroy, on le connaît surtout pour Ulysse 31, pour Dardar Motus. Et par extension également sur les émissions de télévision, de Vitamine, en passant par Récréa 2 bien sûr. Vous êtes parti enquêter, retrouver qui se cachait derrière les interprétations de célèbres génériques de dessins animés, comme aussi des génériques un peu plus rares et qui pourtant ont retenu notre attention et qui sont restés dans nos souvenirs malgré toutes ces années. En fait, Olivier, qui est plus âgé que moi, donc respect à l'aîné, avait déjà commencé ses recherches du temps justement de Super Loustic, puisqu'il avait sa propre émission radio, il collectionnait déjà des disques, donc il avait déjà retrouvé certains interprètes, parmi les plus connus, d'autres un peu moins connus, et il y en avait encore beaucoup d'autres qu'on s'est mis à rechercher par la suite aussi dans le cadre de nos enquêtes chez Animeland. Et ce qu'il disait, c'est vrai, effectivement, souvent ce sont des chanteurs parfois de variété française, parfois ils ont eu une petite anecdote au passage, et ils ont enregistré un générique de dessin animé sans imaginer qu'ils en feraient plus ou que ça aurait du succès, et parfois aussi ils sont amenés à faire des génériques de séries télé, que ce soit Lionel Leroy ou d'autres, et on a essayé de mettre en lumière donc ces chanteurs qu'on n'avait pas encore trouvés, et d'autres qu'on connaissait mais dont on a trouvé encore des informations complémentaires qu'il n'y a pas forcément sur internet ou ailleurs, puisqu'on a dû souvent faire appel à des producteurs ou à notre nez de fouine, j'ai envie de dire. Comme le disait Rui, effectivement, au temps de Super Loustic, on avait déjà commencé à rencontrer des interprètes, alors Claude Lombard, Jean-Claude Corbel, Jean-Paul Césari. Ensuite, je dirais la deuxième partie, ça a été en 2001 au lancement du label Logarithme, sur lequel j'avais travaillé, et Rui aussi qui faisait partie de cette aventure. Comme on avait déjà réédité beaucoup de génériques classiques de ces années-là, ça avait été l'occasion justement de faire le point sur les interprètes, pour retrouver déjà ces génériques à sortir en disque. On avait déjà enquêter et chercher qui les avait fait. Donc ça a été, je dirais, c'était la deuxième vague d'enquête. Et la dernière enquête ensuite, ça a été au fil du magazine Animeland, Rui qui avait repris les portraits de voix, a continué de faire ces enquêtes. Et là, le moment était venu peut-être de rassembler toutes ces informations dans un livre, et puis peut-être aussi justement la mission qu'on s'était donnée, chercher quelques-uns des derniers mystères qui restaient encore à éclairer. Je sais pas si vous avez entendu les Loustiques, c'est peut-être un petit peu bruyant autour de nous. On s'est installé autour d'une petite table, on est en train de boire un petit verre en même temps qu'on présente le livre. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale. Et tant qu'à faire, c'est vous qui allez choisir le premier générique de dessin animé que nous allons écouter pour ouvrir cette interview. Je propose d'écouter le générique de G.I. Joe, puisque ça fait partie des interprètes qui étaient vraiment restés inconnus jusqu'à aujourd'hui. On peut le dire maintenant, il est interprété par Roger Candy, qui est quelqu'un qui a commencé aux côtés de Michel Fugain. Le Big Bazar faisait partie de cet ensemble. Il a d'ailleurs accompagné Michel Fugain. On le voit à la télé dans des émissions que faisait Michel Fugain dans les années 80 sur TF1. Voilà. Et son nom vous dira rien. Si vous voulez en savoir plus sur lui, sur sa femme aussi, qui a aussi une petite incidence sur les chansons pour enfants, lisez le livre. Mais en tout cas, voilà, G.I. Joe, interprété par Roger Candy. G.I. Joe, tous des copains et des héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe, c'est dans une base secrète que se cache Cobra. Il a prédit que la planète
bazooka, les ninjas et les G.I. Joe sont là, toujours prêts à livrer bataille. Attention à toi, Cobra, G.I. Joe, G.I. Joe, tous tes copains et les héros, héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vrais commandos, face au danger, ils luttent pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe. À l'instant, les aussi que vous venez d'écouter le générique de G.I. Joe chanté par Roger Candy. Et là, vous vous dites, mais c'est qui cet interprète? On en a jamais entendu parler. Normal, on en entend parler que depuis peu, depuis la sortie finalement du livre La belle histoire des génériques télé, qui est sorti tout récemment, au mois de novembre, donc, aux éditions Inis. Et à l'instant, je vous parlais justement de ces interprètes de génériques de dessins animés qui, pour la plupart, souvent en fait, ont une carrière aussi à côté en parallèle, ou même en amont, ou après, qui est absolument extraordinaire et qui montre que finalement, on ne faisait pas appel tout de même à n'importe qui pour interpréter ces génériques de dessins animés. En fait, c'est ça. Faut se resituer à l'époque. Dans les années 70-80, pour enregistrer un disque, ça demande des moyens quand même assez conséquents. Même si les génériques n'ont pas toujours bénéficié de grands moyens pour être enregistrés, il fallait quand même louer un studio, avoir des musiciens. Ça avait un coût, il fallait être efficace et on pouvait pas se permettre de prendre n'importe qui. Les heures de studio, ça coûtait cher. C'est pas comme aujourd'hui, on peut enregistrer chez soi, le diffuser directement sur Internet. Donc c'était un petit milieu. Effectivement, tous ces chanteurs, ils sont tous issus de ce milieu de la musique et de la variété française. Alors, comme tu le disais, soit ils ont eu une carrière avant, ils ont parfois, sorti quelques disques qui ont pu d'ailleurs avoir du succès. Et puis ensuite, comme pour beaucoup d'interprètes, le succès n'était plus au rendez-vous. Mais ils sont restés dans cette industrie musicale en tant que musiciens, en tant que choristes. Et voilà. Et pour faire une prestation, on les appelait pour faire un générique. Ça, c'est le cas le plus classique. Mais c'est pour ça que la plupart de ces chanteurs, quand on regarde leur parcours, ils ont travaillé avec les plus grands, avec Joe Dassin, avec Claude François, avec Michel Sardou. Ils les ont tous accompagnés pendant toutes ces années-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que si on se souvient aussi bien de ces génériques aujourd'hui, s'ils nous ont marqués, malgré encore une fois des fois le peu de moyens qui étaient alloués pour enregistrer ces chansons, c'est d'une part parce que les gens qui ont travaillé dessus, que ce soit les auteurs, les compositeurs et les interprètes, c'était vraiment des professionnels de la musique. Ruby, tu veux ajouter également une anecdote, une information? En fait, il y a plusieurs cas de figure aussi concernant le fait que certains assument ou d'autres pas, ou assumaient plutôt à l'époque ces génériques. On peut pas mettre dans la même catégorie des personnes comme Dorothée, Douchka ou Anne, entre autres, qui étaient bien assimilées à la jeunesse, qui assumaient totalement ce secteur-là. On a d'autres gens comme Carlos ou Annie Cordy qui l'ont fait sans trop se poser de questions sur quelques morceaux comme Cadichon, etc. On a d'autres noms plus connus comme Chardin ou Decaune qui ont participé aussi à des génériques comme Albator, mais aussi Sankukai ou encore Cobra pour ne citer que cela. Quand tu dis Decaune, c'est Antoine Decaune qui était d'ailleurs cité sous un autre nom à l'époque. Voilà, Paul Persavon, c'était son pseudonyme et donc d'autres ont signé parce que sous un pseudonyme, soit parce qu'ils étaient les fils de quelqu'un, c'était pas forcément toujours bien vu qu'on dise il y a eu du piston, soit parce que le producteur désirait pour certains de ses interprètes, peut-être engranger plus de royalties, ou bien aussi parce que certains des interprètes avaient une carrière plus importante. Je pense notamment à Stone et Chardin. À l'époque, il marchait bien ce duo, donc on pouvait pas tout amalgamer, mélanger. Parfois, il y a un petit peu des deux, et puis parfois, il y avait aussi, on le dit plus rarement, moins de fois, mais aussi le cas de chanteurs eux-mêmes qui n'assumaient pas trop ça non plus, qui crachaient dessus forcément, mais en tout cas qui n'étaient pas très pour, et qui se sont réveillés quelques années plus tard en disant en fait c'est pas si mal, peut-être aussi parce que ça rapportait. Dans un instant, on va revenir avec Olivier et Ruby et on va écouter un deuxième générique de dessin animé choisi au hasard dans les pages de votre merveilleux livre La belle histoire des génériques télé. Et cette fois-ci, c'est à Ruby de décider du prochain titre.
Alors, je pioche Rémi sans famille. Rémi, précisément, le générique, interprété par, on avait que son prénom à l'époque, c'est Cyril. Donc Cyril Dupont, qui a fait aussi partie de la comédie musicale des Misérables et qui a chanté ce générique le même jour que l'enregistrement d'un autre générique culte, Dallas, qui était lui aussi signé par Jean Renard. Famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Vitalis et Dolce. Joli cœur. Zerbino. Cathy et Rémi. De jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. La 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 la. Super Loustic, c'est ma radio. Les Loustics, c'est Vincent, de retour avec Olivier et Rui Pasquale pour parler de la sortie de leur livre, un livre extraordinaire, un petit trésor à mes yeux, une merveille. Ça s'appelle La belle histoire des génériques télé, sorti aux éditions Inis. Alors tout à l'heure, on se disait que la plupart des interprètes de génériques de dessins animés ont eu un parcours avant d'être connus par leurs interprétations pour les génériques. D'où ils venaient ces chanteurs ? Comme on le disait, ce sont des chanteurs qui évoluaient dans le milieu de la musique et effectivement ils ont tous travaillé pour les plus grands. On a cité Joe Dassin, Annie Cordy, Carlos, Claude François, les Fléchettes. Les Fléchettes, c'était Dominique Poulain, la chanteuse de Candy, Francine Chantreau, la chanteuse de Nadia, Martine Lator, la chanteuse de Sally la petite sorcière, et une dernière, Catherine Welch, qui elle a juste participé à quelques Disney. Elles étaient deux sœurs et deux cousines, et elles ont été recrutées, elles ont sorti d'abord un disque et elles ont été recrutées ensuite par Claude François pour devenir leur choriste officiel. Donc elles commencent leur carrière en étant les choristes officiels de Claude François pendant, je crois, 1 an et demi, 2 ans, et puis après elles vont mener toute une carrière et ça, c'est une carte de visite énorme pour elles parce que ensuite elles sont demandées par tout le métier, tout le monde les voulait pour faire des chœurs. Mais avant elle, il y a vraiment eu une première génération de musiciens et de choristes et qui ont énormément travaillé aussi sur... Il faut voir aussi que les besoins pour la télé ou pour les dessins animés et même pour les films, c'était des besoins plutôt techniques. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un chanteur, on avait besoin de voix professionnelles pour faire des voix, pour un générique, pour une bande originale, quelque chose comme ça. Donc du coup, les musiciens, ils travaillent avec les gens du milieu. Et alors, moi j'ai remarqué, c'est tout à fait subjectif, mais qu'il y avait notamment un groupe qui a eu une carrière dans les années 60 qui s'appelait les Swingle Singers. C'est un groupe d'ensemble vocal
C'est un groupe, il n'y avait pas d'instrument en fait. Ils chantaient à plusieurs voix et ils reproduisaient, ils arrivaient à trouver des harmoniques qui faisaient que la chanson était jolie. Et c'était en fait copié sur un truc qui se faisait beaucoup aux États-Unis dans les années 50-60. Et ils faisaient des reprises de classiques. Et en France, après, ils faisaient des reprises de chansons américaines. Et ce groupe, il a eu vraiment, bon, c'est pas non plus ma génération, c'est vraiment le début des années 60, même avant les yéyés. Et c'est rigolo quand on se penche sur ce groupe, quand on regarde les noms qu'il y a là-dedans. C'est tous des noms de gens qui ont eu une carrière après. Effectivement, ils ont tous chanté à un moment quelque chose en rapport avec l'animation, les films ou les génériques. On va retrouver par exemple Anne Germain, la chanteuse de L'île aux enfants. On va retrouver d'ailleurs son oncle qui lui a fait la voix de O'Malley dans Les Aristochats. On va retrouver Daniel Licari qui a chanté Candy, qui a eu aussi une carrière soliste très importante avec des mélopées. Voilà, Jean-Claude Corbel ça fait partie de ses influences. Je crois qu'il a fait partie du groupe sur la fin et c'est quelque chose de très marqué. Les Costa aussi, alors je crois qu'ils n'ont pas fait partie de ce groupe-là, mais c'est quelque chose qui les a énormément marqués et c'est là-dessus qu'ils ont trouvé aussi leur style vocal. Donc voilà, en s'intéressant aussi à... C'est marrant parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les génériques télé, mais en fait il y a des choses comme ça, des groupes dans les années 60 qui ont eu une carrière telle et dont le travail était tellement remarquable que derrière, après, ils ont travaillé pendant 30 ans et on les retrouve sur tous les disques. Les Costa, ils sont dans toute la variété française. Ils ont fait les jingles pour Énergie, pour des tas de radios, des publicités pendant 30 ans. Et évidemment, forcément, ils ont aussi chanté des génériques de dessins animés à un moment ou à un autre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà des génériques, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est donc de montrer un peu la carrière de toutes ces personnes qui anonymement, à un moment dans leur carrière, ont chanté un générique qui est quelque chose de très bref et dont ils ont même du mal à se souvenir. Mais à travers eux, on découvre aussi tout un pan de la variété française, comment ça fonctionnait, et c'est ça que j'ai trouvé aussi passionnant en enquêtant justement sur ces interprètes. Merci Olivier. Rui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter qu'aussi dans ce que j'appelle le nid de beaux talents de chanteurs de cette époque, alors soit parfois tu as des gens qui se sont croisés dont on n'aurait pas forcément soupçonné qu'ils seraient croisés dans leur carrière, qui ont chanté plus tard des génériques de dessins animés. Par exemple, pendant la période Aznavour, Claude Lombard et Bernard Minet ont pu se côtoyer. Ça, c'est une chose, tout le monde ne savait pas non plus. Yves Martin, donc Lionel Leroy, qui chantait Star Sketch Goldora 82, a aussi côtoyé Bernard Minet à ce moment-là. Si on prend aussi les talents du côté de l'écurie Saban, il y avait un studio Condorcet à Toulouse qui était réputé pour son son californien et qui était extraordinaire, qui était géré entre autres par Jacques Cardona, le futur chanteur d'Inspecteur Gadget des Cités d'Or. Là, il y avait déjà tout un nid, puisque se sont côtoyés des gens comme Noam quand il n'avait que 8 ans, se sont succédés également des personnes comme Lionel Leroy, Chouki Lévy aussi, qui va chanter lui-même des chansons avec Aviva sous le nom du duo Chouki Aviva, mais qui deviendra aussi l'un des compositeurs des Maîtres de l'Univers, de Masque et de tant d'autres titres, les Cités d'Or notamment. Bob Kibel aussi, qui faisait partie de l'équipe de Jacques Martin, qui a signé aussi Sport Billy, Ekel et Jekyll et tant d'autres chansons. C'est vraiment très intéressant, très, très vaste comme univers. Et d'ailleurs, avec Olivier, sans prétention, on avait déjà fait pas mal le tour de la question, mais on a encore beaucoup plus approfondi, parler du temps de logarithme, où effectivement on en a retrouvé beaucoup d'autres. Je tiens d'ailleurs à remercier énormément Jean-Daniel Mercier, parce qu'il est de ceux, si ce n'est celui qui m'a le plus aidé à retrouver un maximum de noms qu'on n'était pas prêt de retrouver, et ce sont aussi ces mêmes pistes qui ensuite m'ont permis et ont permis à Olivier aussi de retrouver les autres qui manquaient encore, parce qu'il faut savoir aussi que ces maisons disques n'ont pas forcément tout gardé non plus. Il y a beaucoup de disques qui ont disparu, des choses qui n'ont pas été commercialisées, et d'ailleurs c'est un volet qui me plaît beaucoup aussi dans le livre, celui qu'on a signé autour des génériques commercialisés, dont on sait qu'il y a aussi des versions longues parce qu'on a pu écouter ces chansons, mais dont on n'a pas pu les voir forcément dans le commerce, entre autres. Une petite pause musicale et pour choisir le disque, cette fois-ci, hop, au hasard, c'est au tour d'Olivier. Tu choisis quoi? Je choisis Galaxy Rangers. C'est un disque qu'on aborde dans la catégorie des disques rares. Pourquoi il est rare? Parce que il y a que 500 exemplaires qui ont été pressés. Parce que c'était la fin de la maison de disques Vogue qui l'éditait. Voilà. Donc aujourd'hui, ce disque fait partie des raretés qu'on a listées pour les chineurs et les collectionneurs les plus difficiles à trouver.
galaxies, des ennuis les attendent, vers le clair-obscur, dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus. Ils arrivent, ils sont tous là, les cavaliers du ciel, Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Un pour tous, tous pour un peu comme des frères, Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Ils se battent pour sauver l'honneur, Galaxy Rangers. Duel à coups de laser qui font trembler l'univers, comme des dieux, des héros qui arrêtent le chaos. Dans tous les mondes, ils gagnent les plus durs combats. Un appel, ils sont tous là, les cavaliers du ciel, Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Un pour tous, tous pour un peu comme des frères, Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Ils se battent pour sauver l'honneur, Galaxy Rangers. Ils se tiennent toujours prêts, même au péril de leur vie. Objectif le danger, chasser l'ennemi. Dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus. Si rapides, ils sont tous là, les cavaliers du ciel, Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Un pour tous, tous pour un peu comme des frères, Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Ils se battent pour sauver l'honneur, Galaxy Rangers, 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 Galaxy Merveilleux! Il y a une période qui a été très prolifique pour les génériques de dessins animés. C'est la période que couvre votre livre. Vous avez décidé de faire un focus sur la période de Goldorak à Pokémon. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est la période, c'est un peu l'âge d'or des génériques de dessins animés. Alors, ça correspond à la période où les génériques étaient encore commercialisés, puisque passé les années 2000, évidemment à part quelques exceptions, les génériques arrêtent d'être commercialisés. On arrête de faire une version longue, on fait juste une version télé qui dure 30 secondes, 1 minute 30. Donc déjà il y a moins à dire, on s'arrête moins sur ces génériques et puis de toute façon la télé aussi change, l'offre est plus grande, donc il y a beaucoup plus de génériques, mais pareil, c'est plus le temps, on laissait les génériques en entier, ils sont souvent coupés à la télé. Donc ça nous a fait dire que c'était vraiment une transition importante et c'était une autre relation après que le téléspectateur avait avec la chanson. Et pour nous, Pokémon reste le dernier grand générique emblématique, c'est le seul d'ailleurs où 20 ans après on le connaît encore par cœur. Donc déjà il y avait déjà beaucoup de choses à se dire et ça permettait de rester sur cette période où le générique est lié au disque, à son exploitation commerciale. Finalement, la disparition du 45 tours a peut-être aussi contribué au fait qu'on a arrêté de créer des génériques de dessins animés, en tout cas version longue. Il y avait peut-être moins d'intérêt commercial derrière. Oui, alors après il y a eu le CD single qui était censé remplacer le 45 tours, mais c'est vrai que le CD single a jamais eu autant d'impact, d'ailleurs pas que dans les dessins animés, que le 45 tours en avait. Donc là aussi, effectivement, ce n'est pas la seule raison, mais comme je le disais, il y a aussi le fait
que les génériques étaient moins mis en avant à la télé. Effectivement, ça a joué aussi. Le 45 tours, il disparaît vers entre 93 et je crois 95, les tout derniers, mais déjà en 96, on commençait à plus en trouver beaucoup dans le commerce. C'est ce que tu disais donc à l'instant, avant qu'on écoute Galaxy Rangers, tu nous expliquais que ce disque était sorti pile au moment où les 45 tours commencent à s'arrêter et que c'est ce qui explique sa rareté, comme un autre 45 tours aussi, je crois, qui était sorti à ce moment-là, dont tu parles dans le livre. Oui, alors parce que Galaxy Rangers, c'est plus le fait que l'éditeur du disque a arrêté ses activités. Par contre, il y a d'autres disques comme par exemple la chanson de Nicky Larson, le deuxième générique de Nicky Larson. Ça peut paraître bizarre parce qu'on l'a beaucoup vu à la télé. Jean-Paul a fait beaucoup de télé à l'époque pour faire la promo. Il est sur de nombreuses compilations. Mais en réalité, le 45 tours, c'est une rareté aujourd'hui parce qu'il est sorti en 1993. Et pareil, 93, c'était le période où les 45 tours disparaissaient des rayons. Donc du coup, il a été très peu commercialisé en fait. Alors il y a aussi, on l'a pas mis parce qu'il a fallu faire des choix, mais je m'en suis rendu compte récemment, le générique de Dame Boucleline aussi, qui était sorti à peine 500 exemplaires aussi, parce qu'il fallait faire partie, un petit peu comme il y avait le club Mattel pour Barbie, et puis l'histoire des Golden Girls avec Karen Cheryl, vous avez peut-être entendu parler de ce disque jeunesse, qui aurait dû promouvoir ou être associé à She-Ra, et ce truc-là s'est cassé la figure, mais je vais pas rentrer dans la détail. Et Dame Boucleline fait partie aussi de ces disques rares, et pour souligner ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est vrai. À partir du milieu des années 90, on commence à avoir davantage l'ère du zapping. Les génériques sont raccourcis. On a coutume de penser dans les audiences de la télé qu'effectivement l'audimat, que les gens zappent, donc il est plus utile de faire des génériques en version longue. Donc à part quelques cas isolés comme Tara Duncan ou Code Lyoko, voire Miraculous récemment, et d'ailleurs c'est un peu la conclusion de notre livre, parce que Noam est à l'origine du disque le plus vendu, 4 millions d'exemplaires Goldorak, et c'est lui qui a signé et chanté, co-interprété le générique de Miraculous. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il va y avoir une surprise, puisque un album est censé être prévu, voire même une comédie musicale. Il y a peut-être encore un peu d'espoir, mais c'est sûr qu'on est bien loin des belles années disques, des belles années Dorothée et de cette période dorée. Noam a préfacé votre livre de la belle histoire des génériques télé de Goldorak à Pokémon aux éditions Inis. Alors là, c'est carrément la cerise sur le gâteau. C'était difficile de trouver à qui demander la préface. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une certaine notoriété. C'est vrai que Noam s'est finalement assez vite imposé. Il remplit un peu, entre guillemets, toutes les cases. Parce que, comme le disait Rui, c'est celui qui a vendu à ce jour le plus de disques. C'est le générique le plus vendu en France. 4 millions de disques. Il y a personne n'a fait mieux. Donc c'est la référence. Et puis en plus, c'est le générique qui lance tout. Pour nous, c'est le déclencheur, en fait, de la production après de génériques et de disques à la française. Et Noam, justement, il a un parcours très intéressant parce qu'il a eu une carrière avant. Et après, effectivement, son succès de Goldorak, il va passer de l'autre côté. Il va passer dans l'ombre. Il va apprendre à faire des chansons, des musiques. Il va être pris sous l'aile de Chucky Levy, qui va travailler sur les musiques des Cités d'Or, sur beaucoup de BO. Avant aujourd'hui, de voler de ses propres ailes et de lui-même aujourd'hui être quelqu'un de très important, puisqu'il produit beaucoup. Il a pris le relais déjà de Power Rangers depuis quelques années. Et puis effectivement, il a fait Miraculous, qui est la série en ce moment qui cartonne et dont le générique rappelle un peu donc c'est un peu la boucle qui est bouclée, parce que c'est un générique qui reprend un petit peu l'essence de ce qu'on avait à l'époque, et c'est normal puisque Noam, il a grandi avec ça, il a été formé à cette école-là. Donc voilà, on est très content qu'il a accepté de signer cette préface, et c'est une histoire qui est unique en fait, ce qui lui est arrivé. Mais oui, effectivement, il est passé de tous les côtés de la barrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été là avant, avec une autre vie dans la musique, pendant, avec les années Los Angeles, Saban Records, le retour aujourd'hui où il écrit toujours pour d'autres artistes variétés françaises, où il signe encore des chansons comme Denver, le dernier dinosaure, pour M6 qui l'a chanté, mais aussi les légendaires et tant d'autres. Et comme il a été sur tous les aspects aussi du métier, qu'il a cette expérience, et que lui-même d'ailleurs ne signe pas que des génériques, mais aussi des bandes originales, notamment celle de la nouvelle saison des Cités d'Or, qui arrive d'ailleurs en 2020 sur France 3, la 3e saison, et non plus sur TF1. Il était évident, ça nous a semblé très rapidement utile de faire appel à lui. Il a été là depuis Goldorak, il est toujours là aujourd'hui, toujours content de le faire et de toucher une nouvelle génération. Donc voilà quoi, la boucle est bouclée, et je pense qu'on a tout dit. Bon, on écoute ce disque aux 4 millions de ventes de Noam, Goldorak. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit juste
jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. C'est Goldorak le grand Goldorak. Il arrive du fond du temps comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. C'est Super Loustic, c'est Vincent et je suis très content aujourd'hui d'être aux côtés de Olivier Fallet et de Rui Pasquale pour la sortie de leur livre La belle histoire des génériques télé de Goldorak à Pokémon aux éditions Inis. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, on l'a pas fait exprès. Et dans ce livre, donc ça a été une super enquête que vous avez faite. Malgré tout, il reste encore quelques petits mystères et quelques artistes encore inconnus. Oui, il reste encore quelques-uns. On n'a pas encore retrouvé qui sont-ils, comme effectivement les interprètes des deux génériques de Calimero. Mais aussi l'interprète canadienne du générique des Aventures du Bosco, le chanteur du générique de Transformers pour un monde meilleur, la chanteuse du générique de Chobin, la chanteuse du générique français des Mini-Pouces, on a retrouvé une choriste mais pas la chanteuse d'origine, le chanteur de Conan le fils du futur, premier générique. Pour les plus importants. Moi je voudrais dire quand même que Rui c'est quand même la seule personne qui est capable d'appeler des stars de la chanson, mais juste pour avoir une info, parce qu'il a remarqué qu'il travaille avec telle personne qui a travaillé sur tel générique pour essayer d'avoir une info et de trouver l'interprète. Et moi ça m'éclate à chaque fois de savoir qu'il me dit j'ai réussi à avoir je sais plus qui, Calogero au téléphone, mais en fait il a pas d'info. Oui, j'ai même eu Daniel Lévy pour la chanteuse de Magie Bleue qu'on a retrouvée, et une fois le staff de Johnny Hallyday comprenaient pas très bien parce que je les avais abordés à cette époque et ils comprenaient pas pourquoi je m'acharnais à demander une interview de Norbert, que je voulais retrouver, le chanteur des Mini-Stars des Mondes Engloutis qui avait été choriste pour lui, ou encore de Marc Delemester, j'ai du mal à le dire, qui n'est plus de ce monde, qui était le chanteur de Dallas mais qui s'appelait Rocky, qui était aussi le guitariste de Johnny Hallyday. Ils ne comprenaient pas pourquoi je tenais absolument à retrouver ces choristes de l'ombre et pourquoi je ne demandais pas une interview de Johnny. Je n'ai rien contre Johnny, paix à son âme. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Et donc, les loustiques, si vous voulez faire un cadeau de Noël, une radio pour écouter superloustic.com. Moi j'aurais dit un livre, La belle histoire des génériques télé, mais effectivement en écoutant Super Loustic et en lisant le livre, c'est un bon mélange. Et je passe un message à Mélanie B, si elle nous écoute, parce que c'est la chanteuse de Ordi et les grandes découvertes, elle fait partie encore des derniers mystères, il nous manque juste son nom de famille. Si tu nous entends, appelle-nous. Écoute, l'appel est lancé, j'espère que l'émission, le podcast, etc. sera relayé un peu partout et que peut-être cette bouteille à la mer finira par trouver preneur et une réponse en tout cas à toutes ces questions encore de chanteurs dont on ne sait pas trop encore qui c'est. Voilà, il reste encore peut-être un deuxième livre à sortir, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Rui. Merci, à bientôt les loustiques. Merci à toi Vincent, merci, gros bisous les loustiques. Salut à tous.